la problématique s'est déplacée de on est agile pour mieux travailler, pour mieux collaborer et produire des meilleurs produits, à on fait des méthodes agiles pour être plus agile. Au fond, ce qui est important, c'est de rebrancher les cerveaux. Voilà le constat que font bien des managers et des directeurs qui sollicitent des coachs, des consultants pour les aider dans leur transformation, pour les aider à résoudre leurs problèmes. Ce constat, par exemple, c'est de solliciter un coach pour sa transformation agile, et ce coach, il est venu mettre en place Scrum, par exemple, et ça, sans même s'intéresser au contexte de l'entreprise, de l'enjeu, de l'équipe, etc. Et le résultat, on enchaîne les galères, et les équipes, elles sont complètement démotivées par cette transformation agile foirée. Et ouais, malheureusement, ce constat de coach consultant qui arrive avec une solution toute faite, on le voit souvent, très souvent même. Et heureusement, il y a une approche plus subtile. On l'appelle l'approche no framework, sans cadre de travail préconçu. Et aujourd'hui, on reçoit Émilie Esposito, une figure reconnue de l'approche no framework en France. Émilie, on l'adore sur la chaîne, pour son franc-parler d'abord, et pour tout ce qu'elle a de passionnant à raconter ensuite. Et c'est justement ça qu'on te propose de découvrir aujourd'hui, un échange riche avec Émilie. Alors, assieds-toi confortablement, profites-en bien, c'est parti! Bonjour Émilie. Alors quand tu accompagnes une organisation, tu fais partie de ceux qui décident de ne pas appliquer une recette toute faite. En fait, tu assumes clairement que tu vas expérimenter, ce qui sous-entend que tu assumes finalement pleinement que tu vas faire des erreurs. Et tu fais partie de ceux qui mettent en avant l'approche No Framework en France. En fait, toi, tu cherches à construire avec tes clients l'approche la plus adaptée à leurs problèmes, plutôt que de pousser un framework existant comme Scrum, comme Safe ou comme XP. Et par contre, je pense pas non plus que tu arrives complètement les mains dans les poches sans avoir rien préparé du tout. Et donc pour commencer, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que tu peux nous partager comment tu fais pour maximiser ton impact auprès des clients que tu accompagnes ? Et la seconde question, c'est comment est-ce que tu fais pour te vendre la sensation que on va te payer pour que tu te plantes finalement? La démarche. En gros, ce que je fais, c'est que j'interviens plutôt sur, on va dire, l'équipe qui est en crise ou qui a un problème qu'elle n'arrive pas à résoudre, en fait. Donc, c'est un truc qui est souvent un peu installé, que l'équipe a déjà essayé de résoudre par elle-même. Ce que j'explique aux clients, c'est de dire, vous êtes des gens intelligents. Donc, si vous n'avez pas trouvé facilement la solution vous-même, il y a peu de chances que moi, j'arrive à la trouver du premier coup. Par contre, ce que je peux faire, moi, c'est vous aider à faire ce pas de recul pour observer la situation de l'extérieur en prenant bien toutes les choses en compte, en fait. Moi, je commence par un diagnostic systémique. C'est-à-dire qu'en gros, je vais aller interviewer, en fait, les personnes de l'équipe, les personnes qui interagissent avec l'équipe, les clients, des choses comme ça, en fait, pour arriver à comprendre ce qui se passe. Et aller un peu plus loin que juste la vue du problème tel que l'équipe la voit, en fait. Parce que souvent, la façon dont l'équipe voit un problème, ça couvre qu'une petite partie. Donc l'idée, c'est de prendre un pas de recul. Et ça, c'est pas facile pour les gens qui sont impliqués dans la situation de le faire. Donc je vais aller interviewer des gens, et après je synthétise tout ça d'une façon où je vais montrer en fait comment les problématiques, elles sont systémiques et comment il y a des cercles vicieux des fois qui s'installent, tu vois. Si je prends un exemple concret, ça va être une équipe en fait qui avait une forte pression sur les délais, donc du coup ils avaient tendance à sous-estimer les tâches qu'il fallait faire, donc du coup l'équipe en fait travaillait le soir, était crevée, faisait des erreurs. Et donc, du coup, ça prenait du retard sur les plannings, donc il y avait une forte pression sur les délais, etc. Tu vois, ça c'était un des cercles vicieux, mais il y en avait genre 5-6 en plus qui s'emboîtaient les uns dans les autres. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je présente à l'équipe le résultat de ce diagnostic systémique en leur montrant ces boucles-là. Et je leur dis, voilà, on va pouvoir travailler sur des points de levier, en fait, des points d'action dans ces cercles vicieux pour essayer de les transformer. On va en choisir un pour commencer et essayer de sortir de ce cercle vicieux pour le transformer en cercle vertueux. Parce qu'un cercle vicieux, si tu arrives à agir correctement sur un côté, il peut vite se transformer en cercle vertueux, en fait. Alors, je leur donne des pistes
de choses sur lesquelles on pourrait travailler pour chaque cercle vicieux, en fait. Je leur demande de prioriser, de réfléchir à par quoi elles veulent commencer. Et tu vois, l'équipe en question, il y avait une vraie relation client-fournisseur qui s'était installée entre l'équipe qui faisait de la sous-traitance et le management qui était chez le client. Et du coup, ils avaient un gros problème de communication. Ce qui conduisait à un manque de confiance et donc une pression sur les plannings, etc., etc. Et en fait, tout le monde a été d'accord pour commencer par travailler sur le fait de renouer de la confiance et améliorer la communication. Et que du coup, ça devrait commencer à décanter les choses et on verrait ensuite par quoi il faudrait continuer. Alors qu'à la base, quand ils m'avaient appelé, ce qu'ils voulaient, c'était que je les aide à mettre en place Scrum et à utiliser Jira, tu vois. Donc on était vraiment à... C'était un peu un grand écart par rapport à ce que je leur ai proposé. Mais de fait, ça a fonctionné. Donc le premier truc, c'est ça, c'est ce côté donner un regard extérieur pour essayer de comprendre le problème, en fait. Et après, impliquer l'équipe dans quel problème on veut résoudre et comment on veut essayer de le résoudre. Donc, ce que je vends, en fait, c'est l'apprentissage par l'équipe d'une démarche pour regarder leurs problèmes en face et réfléchir ensemble à comment essayer de les résoudre de façon, en expérimentant par petits pas, en essayant des choses, en voyant ce que ça donne et en corrigeant le tir au fur et à mesure. Une démarche très agile parce que incrémentale et basée sur le feedback, en fait. En fait, en t'écoutant, j'ai une petite question qui me vient, c'est est-ce que tu as des outils, est-ce que tu as des templates que tu utilises et que tu préconises, ou est-ce que tu te réinventes à chaque fois? Non, j'ai pas de template. Le fait que tu aies défini à l'avance des axes, ça te met en fait des formes d'ornières où tu vas aller chercher seulement sur certaines aires, etc. Et donc, en fait, tu peux manquer des choses, en fait. Où tu vas chercher inconsciemment, plutôt qu'intuitivement, tu vas chercher à faire rentrer des choses dans des moules que tu connais déjà. Alors, du coup, c'est extrêmement consommateur de temps ce que je fais en termes de... ça, c'est un truc où les clients, ils ont un peu du mal jusqu'à ce qu'ils voient le livrable que je produis. Quand je leur fais la présentation du livrable, ils disent ok, c'est super, c'est exhaustif, c'est comprend, enfin voilà, ça va aller carrément le coup. Mais si tu veux passer quasiment un mois à interviewer 30 personnes, en fait, du coup, c'est plus coûteux. Mais d'un autre côté, ça amène ce côté où je suis agnostique au début, je ne cherche pas spécifiquement quelque chose. Donc ça me laisse ouverte à recevoir ce qui se passe, en fait. Et en t'écoutant, du coup, j'ai une question qui me vient. D'après toi, pourquoi est-ce que l'approche no framework, ou en tout cas les approches où on se passe de framework, sont plus efficaces que les approches où on commence avec un framework comme Scrum, comme Safe, comme XP ou autre, hein. Et puis une fois qu'on maîtrise ces frameworks-là, on les fait évoluer, on les adapte à son contexte. Je serais curieux d'avoir ta réponse là-dessus. J'ai deux branches de réponse là-dessus. Il y a le fait que quand une équipe décide de devenir agile, c'est que souvent... Alors déjà, si elle le décide, si c'est pas poussé par l'extérieur, ok ? Si l'équipe décide de se mettre dans une approche agile, souvent c'est qu'elle a un problème. Prendre en bloc une méthode avec plein de pratiques qui vont pas forcément s'attacher à résoudre le problème qu'on a, c'est juste rajouter de la charge mentale, de l'apprentissage, etc. dans une équipe qui a déjà des problèmes, en fait. Donc, en fait, tu fais qu'aggraver les problèmes quand tu fais ça. Vaut mieux se partir du problème que l'équipe a et se dire, ok, je peux voir, par exemple, dans l'agilité, comment ces problématiques-là, elles sont adressées et mettre en place cette pratique-là pour voir ce que ça donne, en fait. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, tu dois vachement documenter la façon dont tu travailles parce que tu peux pas donner... c'est pas comme quand tu fais du Scrum où tu donnes le Scrum Guide à un nouvel arrivant et tu dis on travaille comme ça. Même si de mon point de vue, je doute qu'il y ait beaucoup d'équipes Scrum qui fassent du Scrum by the book, ne serait-ce que parce que Scrum est censé évoluer par rapport à ce qu'on décide en rétrospective aussi. Quand t'arrives, t'as une équipe qui est en souffrance, tu leur dis ouais, mais en fait, nous, on va se concentrer sur d'abord bien faire les rituels. À quel moment ça va les motiver en fait, ils vont pas voir ce qui va leur apporter vraiment de la valeur ou pas, et donc quelque part ils vont être ça va créer une forme de réticence au changement. Alors que si tu leur montres que tu arrives à amener de la valeur en résolvant les problèmes les plus prégnants qu'ils ont à ce moment-là, en amenant de l'agilité, à ce moment-là, t'as gagné parce qu'ils vont avoir envie d'en savoir plus, en fait. L'autre bout de ma réponse, ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que j'écrive un article sur comment le chouari a tué l'agilité. Porte une part de responsabilité, hein, c'était dans les débuts des années 2010, on va dire, quand c'était le début des méthodes agiles en France. On a beaucoup répété aux équipes qu'on accompagnait la pratique du chouari, c'est-à-dire chou
On commence par appliquer sans poser de questions, jusqu'à ce qu'on sache bien faire, et après seulement on peut poser des questions et faire évoluer le truc jusqu'à ce qu'on puisse être en état de l'apprendre. Donc Shuari, ça vient en fait des étapes d'apprentissage pour devenir les maîtres qui font des sabres au Japon, je crois, ou quelque chose comme ça. Autant un sabre, c'est toujours un sabre, tu vois. Tous les sabres ont les mêmes fonctionnalités, mais une équipe, il n'y en a pas de pareil. Et donc du coup, autant ça peut avoir du sens de répéter des gestes jusqu'à la perfection avant de chercher à se les approprier, autant une équipe, c'est un contexte complètement différent à chaque fois. Et donc, le fait de se dire, on va appliquer bêtement les mêmes choses sans surtout réfléchir, ça ne fonctionne pas. Et pire, c'est que la façon dont fonctionne notre cerveau, c'est qu'il marche avec des ornières. C'est-à-dire que quand tu crées une habitude, c'est comme une ornière dans laquelle ta voiture passe. Et en fait, naturellement, après, elle va de plus en plus passer dans l'ornière et creuser l'ornière de plus en plus. Et ça sera difficile d'aller rouler à côté de l'ornière, d'accord? Donc, quand tu arrives dans une équipe et que tu leur dis « Je vais vous dire comment faire, posez surtout pas de questions », tu crées deux ornières qui sont « C'est le coach qui a la réponse » et « Il faut pas poser de questions ». Sauf que nous, ce qu'on veut amener, c'est de l'auto-organisation, c'est l'empouvoirment des équipiers et des équipières, etc., pour qu'il puisse y avoir réellement une auto-organisation, tu vois. Donc, du coup, en faisant ça, en commençant par dire « Quand vous serez assez grand, vous pourrez poser des questions », on les met dans une habitude où ils ou elles ne vont pas en poser. Avec ce qu'on est en train de se dire, est-ce que le fond du problème, c'est pas juste d'essayer d'éviter le cargo culte, ou en tout cas une situation horrible dans laquelle on peut tomber, qui est que les gens ils font des trucs sans vraiment comprendre pourquoi, ils mettent en place des pratiques sans vraiment en fait faire qu'elles fonctionnent. Ne porte pas ses bénéfices. Effectivement, le cargo culte, c'est complètement contre-productif. Et le cargo culte, c'est le fait d'appliquer sans comprendre des pratiques, en fait, et du coup, en espérant avoir les mêmes bénéfices que ce qu'on observe chez les autres. Ça marche pas. Et effectivement, je vous conseille la conférence. Apparemment, elle est très appréciée, donc vous devriez pas perdre votre temps. Mais en fait, pour moi, c'est pas vraiment ça la question de fond. Enfin, oui, c'est important d'éviter le cargo culte, mais au fond, ce qui est important, c'est de rebrancher les cerveaux. À la base, quand tu regardes le manifeste agile et les gens qui l'ont construit et les gens qui ont construit les méthodes qu'il y avait au début, tu sais, que ce soit Scrum, XP, Crystal, etc., l'idée, c'était de trouver de meilleures façons de collaborer pour faire des meilleurs produits. À la base, c'était ça qu'ils voulaient résoudre. Et donc, ils se sont dit, on va apporter une nouvelle approche d'organisation de projets et d'équipes. L'agilité, manifeste agile. Et donc, du coup, le manifeste agile était une solution pour trouver des meilleures façons de collaborer et de produire de meilleurs produits. Le manifeste agile, en fait, c'était un peu c'est des valeurs, des pratiques, donc c'est assez flou sur comment on fait dans le quotidien, tu vois. C'est pour ça qu'on a eu un focus après sur les méthodes. Du coup, la problématique s'est déplacée de on est agile pour mieux travailler, pour mieux collaborer et produire des meilleurs produits, à on fait des méthodes agiles pour être plus agile. D'accord? En perdant un peu de vue le truc du départ. Et puis, en fait, quand tu regardes après comment ça s'est passé, quand tu vois toute la production de contenu, et Scrum Life participe à ça, hein, on s'attache beaucoup à réfléchir à comment on fait bien telle ou telle pratique. Donc, comment on fait bien telle ou telle pratique pour bien faire telle méthode. Et là, on a carrément perdu aussi de vue le manifeste. Et donc, du coup, en s'éloignant progressivement, en allant vers du détail et de l'implémentation, on a perdu le problème de départ qui est mieux collaborer et faire des meilleurs produits ensemble. Et en fait, de mon point de vue, la vraie question, c'est comment on fait pour mieux collaborer et faire des meilleurs produits ensemble. L'agilité, c'est une réponse, c'est pas la seule. C'est pour ça aussi que partir du framework, c'est quelque chose qui nous ferme des portes. En fait, c'est pas forcément nécessaire, etc. Mais que le focus, il doit être sur comment est-ce qu'on fait pour mieux collaborer ensemble et faire des meilleurs produits. Et ça dépend forcément de la structure des organisations, des produits qu'elles développent. Tu vas pas faire de la même façon quand tu fais du hard, quand tu fais du soft ou quand tu fais du mixte ou ce genre de choses. C'est pour ça en fait que
partir de là, de se dire ok, et du coup c'est où qu'on chie dans la colle là, c'est quoi qui est difficile dans la collaboration, c'est quoi qui est difficile dans nos produits, en fait qu'est-ce qui manque, et d'aller travailler là-dessus, tu vois, et je te reboucle sur du coup partir des problèmes en fait. Mais pour moi la question qu'on a perdue de vue, c'est comment on fait pour mieux collaborer ensemble et pour produire des meilleurs produits. Merci beaucoup, Émilie, pour tous ces échanges. Ben moi je suis super contente aussi, à chaque fois que je viens c'est un vrai plaisir, et puis ça me donne l'occasion de papoter un peu avec toi et ça c'est cool aussi, donc content d'être là, et puis hâte aussi que du coup a priori on puisse discuter après coup de la vidéo pendant le live de jeudi. Émilie a raison. En effet, tous les jeudis, on fait un live sur la chaîne pour aller plus loin sur le sujet de la semaine. Et en plus, cette semaine, Émilie Esposito, eh ben, elle sera là. Elle sera là ce jeudi au live pour répondre aux questions de la communauté, pour répondre à tes questions. Si tu as envie de tester le No Framework, ben, n'hésite pas à contacter directement Émilie. Connecte-toi avec elle, échange avec elle. Elle sera enchantée d'échanger avec toi, échanger de tes problématiques, de ton contexte, de tes enjeux. On remercie encore Émilie pour cet échange très riche, très enrichissant, et pour à la fois revenir aux fondamentaux de l'agilité et en tirer pleinement ses bénéfices. Inscris-toi à notre formation gratuite sur scrumlife.tv/formation gratuite. Tu peux aussi cliquer ici. Je te dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans!